copains, on est de retour pour un nouvel épisode des Rabilleurs et Rabilleuses en direct de la Casa Panerai située au 120 avenue des Champs-Élysées. Alors juste deux, trois mots, oui à Paris, c'est bien de le dire, deux, trois mots sur la Casa Panerai. Il faut avoir quand même une boutique de bonne taille, je crois que c'est aux alentours de 200 mètres carrés, avoir évidemment une partie pour la vente, une partie pour le bar et une partie avec des pièces historiques. Voilà, comme ça vous êtes au courant et je ne peux que vous encourager à venir passer le 120 avenue des Champs-Élysées pour découvrir les petites merveilles de la Casa Panerai. Je vais mettre un peu à ton niveau parce que je te regarde dans les yeux quand même, voilà. Alors aujourd'hui, on va vous dire évidemment deux, trois mots sur l'histoire de Panerai, la riche histoire de Panerai pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ensuite, on va vous présenter quelques modèles actuels et vous parler un peu de l'actualité des montres Panerai, toujours avec les mains évidemment, toujours avec le sourire. C'est à toi. Raconte-nous une histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1860, Giovanni Panerai ouvre sa boutique d'abord à Ponte alle Grazie et ensuite sur la Piazza San Giovanni. Comme son prénom, c'est facile à retenir, et il va vendre des montres suisses. Voilà, ça c'est vraiment l'origine du nom Panerai dans l'horlogerie. Au même moment, quelques années plus tard, dans la même famille, vous avez Guido Panerai qui va ouvrir son entreprise, qui va fournir du matériel militaire pour la marine italienne. Alors, ce qu'il faut savoir au début, quand je parle d'outils pour la marine italienne, on ne va pas parler de montres, mais on va parler de profondimètres ou encore de boussoles sous-marines. Et c'est pour ça qu'il faut retenir en 1915 la présentation du radiomire. Le radiomire, c'est une matière luminescente qui est hyper puissante. Aujourd'hui, on parle d'une luminova, c'est sympathique et il faut de l'énergie extérieure pour faire s'accumuler de l'énergie. Ensuite, le luminova va le rendre et c'est pour ça qu'on voit dans la pénombre. Mais le radiomire, à la base, il y a quand même à l'intérieur de la matière radioactive ultra puissante. Ce qui fait qu'elle n'a pas besoin d'énergie extérieure pour scintiller la nuit, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'évidemment les outils de la marine italienne vont devenir importants, puissants et vont permettre aux gens de voir sous l'eau. Il faut savoir que dans les années 30, quand Panerai va vouloir commencer à proposer des montres pour la marine italienne, donc c'est quand même une première dans le monde, on a vraiment cette idée de la montre-outil pour aller sous l'eau, va y avoir une forme de joint venture avec l'entreprise Rolex et ils vont produire comme ça des montres pendant une vingtaine d'années. Il y a vraiment presque moins de 1000 modèles qui vont être produits. Donc aujourd'hui, c'est des pièces qui font des prix records aux ventes aux enchères et qui sont très recherchées par les collectionneurs et c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire Panerai. Donc voilà, du milieu des années 30 jusqu'au milieu des années 50, il va y avoir ce partenariat entre Rolex et Panerai. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi qu'on va voir l'apparition du fameux pont protège-couronne, qui est vraiment une signature des montres Luminor. Et après, dans les années 50, Panerai va commencer à proposer ses propres montres, avoir sa propre construction et s'éloignant ainsi de son partenariat avec Rolex. D'ailleurs, il faut noter qu'au début des années 60, il y a un début de transition du radiomire, qui était un peu trop puissant et un peu trop dangereux d'ailleurs, au Luminor, qui a une base de tritium moins dangereuse. Et d'ailleurs, du coup, vous faites le lien entre les collections actuelles, radiomire, Luminor, et ces noms très importants pour Panerai. En 1972, avec la tragique disparition de Giuseppe, donc qui était le fils de Guido. Giuseppe. C'est Giuseppe, mais bien sûr. Mais commence pas à faire ton italienne, toi. Giuseppe. Giu. Oui. En 1972, avec la tragique disparition de Giuseppe Panerai, vous avez le nom Officine Panerai qui apparaît. Officine. Ok, mon accent n'est pas parfait, peu importe. En 1972, il y a la tragique disparition de Giuseppe Panerai, fils de Guido Panerai, et c'est là qu'on va voir apparaître le nom Officine Panerai. Très important. On notera, dans les années 1980, l'introduction du nouveau logo d'Officine Panerai avec cette double flèche pour dire que l'on sert bien en dehors qu'en dedans de l'eau. L'histoire avec la marine s'arrêtera aux alentours de l'année 1993 quand l'entreprise prend un tournant radical et pour la première fois, Panerai proposera des montres pour le grand public, fort d'une expérience incontestable. D'ailleurs, il faut être précis, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 1993 que quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Laurent Picciotto, introduit pour la première fois en France et peut-être même en Europe, la marque Panerai dans sa boutique. Il crée en fait une sorte de shop-in-shop, ce qui n'existait pas à l'époque, mais il crée un corner pour vraiment implanter la marque dont il est tombé fou amoureux assez rapidement parce qu'encore une fois, on était sur un design assez différent, on était sur une boîte coussin, on avait évidemment cette gâchette dont tu parlais un tout petit peu plus tôt qui permet justement de donner cette couronne en fait qui est propre à Panerai et que personne derrière n'a reproduit. Et en effet, ça a été un des fervents advocates, comme on dit, pour Panerai en France. J'ai toujours oublié de mettre des mots en anglais. Toujours, je suis désolée, je suis bilingue. Trilingue parce que tu parles italien, bien sûr. 1993, très important. Merci Laurent pour d'avoir eu cet œil incroyable. Juste après, Panerai, la marque Panerai va être rachetée par le groupe Vendôme qui deviendra
Richemont par la suite tout court. Donc ça, années 90, très important pour la marque Panerai. On va dire que vraiment, on passe de cette armée italienne à vraiment Panerai comme étant une marque de luxe. Donc c'est vraiment une transition qui est importante dans l'histoire. Et ensuite, on va commencer à voir naître les premières collections de la marque. Et si aujourd'hui, on doit parler de collections, il y en a 4, donc c'est assez facile. Radiomir, Luminor, Submersible, qui est vraiment la vraie montre de plongée Panerai parce qu'on a une lunette tournante unidirectionnelle et dans les normes ISO de plongée, c'est obligatoire. Et plus récemment, la collection Douai, que je crois que tu apprécies tout particulièrement. D'ailleurs, la collection Douai étant l'identité Panerai dans une montre plus fine, qui a fait d'ailleurs au début crisser un peu tout le monde, tu ne la portes pas aujourd'hui. Toi, tu as préféré le 45 mm pour mettre des droites, quoi. Non, mais alors tu parlais de mon père il y a quelques temps, quand mon père a pris et a développé le corner Panerai dans sa boutique, Panerai lui a offert une montre. Ils avaient fait graver sur le fond Laurent Picciotto. Et quand j'ai eu 20 ans, il m'a offert cette montre qui était vraiment une pièce que j'adorais pour toutes les raisons qu'on vient d'énoncer et pour toutes les prochaines dont on va parler. Et c'est vrai que j'ai donc hérité de cette montre qui a été la première montre transmise d'un père à une fille, puisque c'est donc la seule que j'aurais eue, puisqu'entre-temps il a vendu l'intégralité de sa collection. Et pour les nouvelles pièces qu'il a rachetées, je ne fais pas partie je ne suis pas dans le scope. Toujours est-il qu'en effet, cette Luminor Marina qui est en 45 mm en acier, donc évidemment pour aujourd'hui c'est lourd, c'est gros, mais finalement, tu la regardes sur mon poignet et elle n'est pas... Alors après, oui, je n'ai pas un petit poignet de poulet, mais quand même, elle fonctionne quand même très bien. Et c'est, je trouve aujourd'hui, encore une fois, avec l'avènement des montres de forme qui sont devenues de plus en plus, on va dire, avertis, aimés et appréciés par les collectionneurs et les collectionneuses, c'est vrai qu'aujourd'hui, je la porte sans problème. Et oui, elle est lourde, mais à la limite, si je te mets une baffe, tu la sentiras mieux passer. J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là, toi et moi. Jamais. Donc non, je ne porte pas de Luminor Douai, déjà parce que je n'en ai pas une personnellement, petit message, mais c'est surtout qu'à l'époque où papa a ouvert le corner, les Luminor Douai n'existaient pas, puisqu'elles ont été introduites, entre guillemets, officieusement en 2016, et on a vraiment commencé à en entendre parler il y a 3-4 ans. D'ailleurs, cet été, on a pu voir les Pastello, qui étaient ces cadrans avec des dégradés dans un vert, un rose, un bleu, et c'est vrai que même si les Luminor Douai étaient la version, comme tu le disais, affinée, plus élégante et plus discrète puisqu'elle passait sous un revers de chemise, sous une manche. Aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes les portent parce qu'il y a vraiment ce côté ultra élégance à l'italienne, comme eux évidemment savent faire et comme les Français ont réussi à copier petit à petit l'élégance et le style des Italiens. C'est vrai, d'ailleurs on le voit, même quand on reste un petit peu en boutique, il y a beaucoup d'hommes qui arrivent et qui disent voilà, moi j'ai pas un très très gros poignet et qui vont peut-être se tourner vers ça aussi parce que la montre n'est pas trop visible, donc peut-être que chez eux ils portent des montres comme tu le fais si bien, mais en revanche quand ils sont sur le board de l'entreprise, ils préfèrent avoir leur douai pour passer en dessous de la jean et pour pas choquer le public. D'ailleurs, on en avait parlé un petit peu plus tôt cette année au sortir de Watches and Wonders avec l'année Radiomir chez Panerai où on a retrouvé évidemment ces cadrans fumés absolument sublimes dans des tonalités de gris-marron, dans des tonalités de bleu et ces boîtiers en acier Brunito avec ce fini en fait à la main qui amène une sorte de patine vieillie façon canon de fusil qui donne vraiment une patine absolument sublime, quelle que soit sa taille. Et évidemment, mon choix préféré, et ça j'en avais déjà parlé, mais j'en reparle parce que Noël arrive, c'est évidemment le cadran California. Et ce cadran California dont Nico va vous donner les petites anecdotes Père Castor, on retrouve en fait ces index hyper iconiques et surtout vous n'avez pas de Panerai dans le cadran et la particularité c'est qu'à 3 mètres, vous arrivez à savoir que c'est une Panerai et à plus forte raison, une California. Tu nous expliques pourquoi? Les cadrans California, ça ne s'appelait pas California à la base, on les appelait Error Proof Dial. C'était pour éviter, dans le feu de l'action, de se tromper entre la partie haute du cadran et la partie basse du cadran. Vous imaginez bien quand c'est les temps de guerre, que ça pète de partout. Si vous regardez votre montre, ou même si la montre est tombée et que vous devez la prendre et que vous confondez le haut et vous confondez midi et 6 heures, ça peut poser quelques petits problèmes. Donc on a appelé ces cadrans Error Proof Dial avec une partie chiffre romain, une partie chiffre arabe. Et pourquoi on appelle ces cadrans California? C'est que les Japonais, qui sont des collectionneurs un peu fous, et c'est pour ça qu'on les adore, il me semble dans les années 50 déjà, partaient en Californie parce qu'il y avait ces montres qui étaient là-bas. Et du coup, on appelle ça les cadrans californiens qui n'ont rien à voir véritablement avec la Californie. Et donc, jamais 203, on a parlé des Pastello, on a parlé des cadrans et des boîtes Brunito. Et si on parlait de l'exclu, en tout cas en avant-première pour la Casa Panerai?
Il n'y aura que 200 exemplaires de cette magnifique radiomière dans les Casa Panerai du monde entier. Alors on a l'impression qu'il y en a une dans chaque ville, mais c'est pas vrai, il n'y en a que 3, Milan, New York et Paris. Donc on parle d'une pièce 45 mm avec un boîtier en platine, on retrouve vraiment ces anses fil signature de Panerai que j'adore tout particulièrement. Et ici une complication aussi qu'on apprécie qui est le calendrier annuel avec vraiment la présentation des mois sur une bague qui est à l'extrémité du cadran. C'est super joli, d'ailleurs ça va très très bien avec la couleur verte satinée de cette pièce. À l'intérieur, évidemment, un mouvement manufacture 9010 Panerai automatique. Et franchement… J'adore la petite touche cuivre. Or rose, ouais, magnifique. Et je le répète, mais ce disque de moi autour, vous allez voir sur les images de Valentin, ça donne vraiment du corps à la montre et c'est vraiment la signature, on la reconnaît tout de suite quand on la regarde. Ça donne une petite touche d'harmonie et c'est vraiment une montre aux proportions sublimes. Voilà pour cette pièce en 200 exemplaires, très chère, Éléonore. C'est très gentil, merci beaucoup Nicolas. Souvent quand vous mettez vos commentaires qu'on adore lire, parfois certains d'entre vous vont dire qu'on lit des communiqués de presse, ça manque un petit peu d'histoire personnelle. Eh bien, mon histoire personnelle avec Panerai, et je ne peux pas l'inventer, la seule fois où mes parents m'ont de manière éhontée fait louper l'école pour faire l'école buissonnière, c'était pour aller voir la première expédition de Mike Horn, qui est évidemment un des ambassadeurs amis de la maison depuis maintenant plusieurs années. 20 ans. Même 20 ans, exactement, puisque j'avais probablement 13 ou 14 ans. Quand j'ai été le voir avenue Kléber, il allait partir faire son tour du cercle polaire arctique et il présentait justement la Panerai qu'il allait prendre avec lui, qui allait justement résister aux températures extrêmes, qui allait résister évidemment à tout le côté magnétique, boussole. Et je me souviens avoir regardé aussi bien la montre que Mike Horn et les quelques personnes qui étaient là avec des yeux comme quoi vraiment l'école ne servait à rien et je voulais aller chasser les ours polaires avec Mike. Puis on t'a pas continué l'école après, on le sait très bien. Tout le monde le sait, voilà. L'école après. Et là c'est une très très bonne transition pour dire que au 120 avenue des Champs-Élysées, vous pouvez trouver la première montre de Mike Horn, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les Casa Panerai, il y a une partie historique. Alors certes, vous avez des profondimètres de la famille Panerai qui produisait pour la marine italienne au début, mais vous avez aussi cette fameuse montre de Mike Horn, donc on ne peut que vous encourager à venir passer la porte du 120 avenue des Champs-Élysées, la nouvelle Casa Panerai. Et avec un peu de chance, si Nico est dans les parages, il vous fera un super café, puisqu'au premier étage, vous avez un bar à l'italienne. Vous avez vraiment l'impression d'être plongé au cœur de tout l'historique, le patrimoine, avec une touche d'italien. Que je ne maîtrise pas tout à fait encore, voilà. Le petit bonus, c'est que si vous voulez prendre 15 minutes pour monter et démonter un mouvement, la Casa Panerai de l'avenue des Champs-Élysées vous permet de le faire. Vous venez, le mieux c'est de vous enregistrer en ligne, et pendant 10-15 minutes, vous avez un établi d'horloger et on vous apprend à manipuler les pièces, monter et démonter un mouvement. Et avec un peu de chance, ça vous donnera des idées pour la suite, probablement pour vos prochains cadeaux de Noël. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur voilà, petite actualité Panerai et en particulier la Casa Panerai. On espère qu'elle vous a plu. On vous retrouve très prochainement pour un mix rhabilleur-habilleuse de qualité. Merci.